Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc, nous avons d'un côté l'équation de Dirac, d'un autre côté, on a le champ électromagnétique qui est donné par le potentiel A mu, en notation relativiste, en quadrivecteur, et les deux, équations de Dirac et champ électromagnétique, obéissent à des équations relativistes. On peut donc espérer un mariage plutôt élégant des deux. En effet, c'est le cas. Alors, pour transformer l'équation de Dirac en une équation qui interagit avec ce champ électromagnétique, on utilise ce qu'on appelle la prescription du couplage minimal. En fait, c'est le théorie de l'électromagnétisme, le couplage entre l'impulsion d'une particule chargée électriquement et le champ électromagnétique. Donc, c'est tiré des équations de Maxwell. Et on l'avait vu quand nous avions commencé sur la supraconductivité. On remplace les dérivés, donc la dérivée relativiste pour les quatre composants, dérivée spatiale et temporelle, on le remplace par d mu plus I, l'unité imaginaire, E A mu. E étant la charge électrique, négative pour un électron, et A mu le potentiel. En remplaçant ça dans l'équation de Dirac, on obtient une équation I d slash moins E A slash moins M fois psi est égal à 0, qui est donc l'équation de Dirac en présence d'un champ électromagnétique. Notons que son invariance relativiste est évidente, elle n'était écrite qu'avec des symboles qui sont sous forme de quadrivecteurs, et de plus, lorsqu'on effectue un changement de jauge, on a un changement de A mu, mais également un changement de psi qui garde l'équation invariante, qui est donc invariante de jauge, ce qui est important en électromagnétisme, puisque la jauge est arbitraire. Si, à partir de là, le but est de résoudre l'équation, donc on explicite les composantes en les différents potentiels ou champs électriques et magnétiques, ce qui permet de faire ressortir les différents aspects physiques. Et en explicitant les composantes, on arrive à alpha P plus bêta M fois psi plus moins E alpha A plus ici vectoriel, puisque alpha est un vecteur à trois composantes, plus E à 0, la partie temporelle, fois psi égale 0. Ceci est l'hamiltonien de Dirac, H0, sans champ électromagnétique, et ceci est l'hamiltonien d'interaction. Quand on regarde l'hamiltonien d'interaction dans le cas de l'électromagnétisme classique, la théorie de Maxwell, on constate que l'hamiltonien d'interaction ici ressemble très fort à celui de la physique classique, à condition de considérer que alpha est l'équivalent de la vitesse, c'est-à-dire un opérateur vitesse. Et de fait, si on adopte le point de vue de Heisenberg, rappelez-vous, où ce sont les opérateurs qui varient dans le temps, les états qui sont constants, dans ce cas-là, après quelques calculs, on trouve que la variation de la position avec le temps, dr sur dt, est égale à alpha, ce qui correspond bien à la vitesse. Et si on considère P moins EA, ce qui donne l'impulsion que nous notons pi ici en fonction du champ électromagnétique, on trouve que dpi sur dt, donc la variation de l'impulsion au cours du temps, est E fois grand E, le champ électrique, plus alpha, produit vectoriel, champ magnétique. Et à nouveau, ceci, à condition que ceci soit considéré comme la vitesse, c'est tout à fait l'équation de Newton-Lorentz qui décrit la force
produite sur une particule par un champ électromagnétique. Pour la résolution suivante, on aime bien se rapprocher, on peut faire des traitements entièrement relativistes ou on peut faire des traitements non relativistes, c'est-à-dire qu'on prend la limite non relativiste de l'équation. Alors le plus simple pour faire ça, c'est d'écrire le bispinner, phi, qui, comme on avait déjà vu, et on utilise la représentation habituelle des matrices gamma, la représentation que je vous avais présentée comme la première. On remplace ça dans les équations et on obtient ainsi deux équations pour les deux spinners phi et qui. Alors, dans ces équations, on trouve un terme avec E à 0, c'est-à-dire l'énergie potentielle électrostatique, l'énergie électrostatique, et un terme en M, masse de l'électron. À la limite non relativiste, le terme dominant c'est M, parce que mc carré, et donc en fait il faut rajouter un c carré pour avoir l'énergie. Donc l'énergie de masse est beaucoup plus importante que l'énergie électrostatique. On considère alors, on prend alors on définit deux spinners qui varient lentement au cours du temps, tels que phi égale grand phi fois E exposant moins IMT, et qui égale grand qui fois E exposant moins IMT. Notons que grand qui, la lettre grecque grand qui, ressemble comme deux gouttes d'eau au X majuscule. En considérant, on remplace donc dans les équations, on simplifie en considérant que le terme de masse est le terme principal, et on trouve que grand qui est environ égal à sigma pi, donc pi, n'oubliez oublier que c'est l'impulsion, divisé par 2m fois grand phi. Et comme m, la masse, est très grand, ce terme-ci est très petit par rapport à grand phi. D'où l'expression qui avait été dite de grande composante et petite composante. Rappelez-vous, ça vient de là. En fait, c'est logique, on part préférentiellement de solutions d'énergie positive, et si on est dans le domaine non relativiste, avec des énergies assez faibles, il n'y a pas assez d'énergie pour franchir le gap vers les énergies négatives, et donc les composantes majoritaires restent les composantes d'énergie positive. On peut aussi, en explicitant le champ électrique et magnétique, arriver à l'écriture d'un Hamiltonien magnétique qui est égal à moins mu fois B, donc le moment magnétique de l'électron, qui est alors donné, après les quelques calculs, par E sur mc, en restaurant les constantes H et C, fois H sigma sur 2, ou sigma la matrice de Pauli, c'est-à-dire égal à 2 fois E sur 2mc fois grand S, qui est égal à H sigma demi, c'est l'opérateur de spin. Et si on prend une boule chargée électriquement, ou une boule d'électricité classique, chargée électriquement de manière homogène et en rotation, on trouve, par un calcul utilisant la théorie de Maxwell, on trouve un moment magnétique qui est ceci. Quand il y a un écart, c'est le signe par exemple, que la charge n'est pas homogène dans la boule, et la différence ici est appelée, est notée G, et est appelée rapport gyromagnétique. Par exemple, le proton a un rapport gyromagnétique très différent. Il a une structure, parce qu'il a une structure interne. Le facteur 2 apparaît aussi
parce que, comme conséquence de la relativité, alors je ne le démontre pas ici, c'est de l'électromagnétisme, mais pour une boule chargée électriquement homogène, à la limite relativiste, un facteur 2 apparaît. C'est aussi une conséquence, en fait les deux sont liés, du couplage minimal. Le fait que G soit égal à 2 dans la théorie de Dirac est une prédiction non triviale de la théorie de Dirac parce que nous n'avons pas supposé un tel facteur géomagnétique, il est calculé et on trouve un facteur géomagnétique qui est bien confirmé par l'expérience. En fait, il y a de tout petits écarts, mais qui doivent faire intervenir pour les expliquer la théorie quantique des champs. On peut, à partir de ces équations, faire toutes sortes de calculs. Par exemple, on peut calculer ce qui se passe pour un électron qui est plongé dans un champ magnétique uniforme. Et après quelques calculs, on calcule le niveau d'énergie de l'électron et on trouve que c'est E carré égale M carré plus PZ carré, donc champ magnétique dans la direction Z, plus EB fois 2N plus 1 moins alpha qui est un terme selon l'orientation du spin qui vaut plus ou moins 1. N étant un nombre entier. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc on voit une composante continue, assez normale, c'est la relation relativiste avec l'impulsion classique, et alors un terme qui est quantifié, avec le nombre entier ici, dû au champ magnétique. Donc l'énergie de l'électron dans le champ magnétique est quantifiée. Voilà, pour ce couplage entre l'équation de Dirac et le champ électromagnétique, et quelques résultats. Il y a toutes sortes de développements, on peut calculer le comportement d'un électron dans une onde électromagnétique, par exemple, ou des choses de ce genre. Inutile d'aller aussi loin, en plus c'est très calculatoire à chaque fois. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons nous attaquer à un autre aspect intéressant, à savoir la résolution de l'équation de Dirac pour l'hydrogène, pour voir ce qu'elle apporte de plus par rapport à l'équation de Schrödinger, et en particulier plus généralement pour les hydrogénoïdes, c'est-à-dire des noyaux quelconques avec un seul électron en orbite. Je vous remercie.